11e épisode de Brain and Bullshit. Je suis toujours avec Xerius, le fondateur de WeLever. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui anime beaucoup de gens, je pense. Toutes les personnes qui sont entre guillemets, un peu avancées dans le business en termes de chiffre d'affaires et de développement d'entreprise se sont un jour posé la question, est-ce que j'ai une entreprise? Est-ce que j'en ai plusieurs? Est-ce que j'ai une entreprise et j'ai investi dans plusieurs? Est-ce que j'ai plusieurs projets? Est-ce que j'ai plusieurs verticales? Bref, est-ce qu'on peut scaler plusieurs choses en même temps? J'espère que vous êtes content de ce sujet. Moi, je pense qu'on va bien rigoler. Xerius, comment ça va? Ouais, ça va très très bien, très très bien. Heureux d'être tu, là, tu- tu de peux, parler de ce sujet. et tu peux laisser ton micro, hein, le petit bruit des oiseaux derrière, etc. Pour une fois qu'il n'y a pas quelqu'un qui a posé une radio derrière toi. C'est quand Il même y a, plus sympa que. il y a souvent des femmes de ménage qui passent le balai, donc c'est un peu la galère. Mais tant Ouais. qu'il y a les oiseaux, ok, je laisse ouvert. On en parlait en off juste avant de démarrer. Il y a plein d'arguments et de contre-arguments à tout ça, à ce qu'on disait. J'aimerais bien avoir ton avis pour commencer. Toi, tu l'expérimentes déjà d'une certaine façon, ce fait de faire plusieurs choses à la fois, puisque tu as plusieurs clients chez WeLever. Alors, ce n'est pas tous des gros clients avec la même implication que tu as chez nous, mais tu en as quand même deux, voire trois, tu m'expliqueras, où tu as ce genre d'implication et donc tu expérimentes déjà ce genre de défocus, comme on pourrait l'appeler finalement quelque part. Et j'aimerais bien que tu nous expliques, selon toi, en quoi c'est bien, où est-ce que tout le monde y gagne, tu vois, où est-ce que toi, tu en vois des limites, et globalement, quel est ton avis sur le truc, et après, je te partagerai un peu le mien aussi. Ouais. Moi déjà, je vois mon activité comme un portefeuille boursier où en fait mes partenaires, c'est comme des actions dans lesquelles j'investis, tu vois. J'investis en eux autant qu'ils investissent en moi, c'est ça qui est intéressant. Et du coup, quand je dis que j'investis en eux, c'est que je suis très présent dans la relation, je suis très présent dans mon implication. C'est comme si j'agis comme si c'était mon business pour chaque partenaire que j'accompagne. Et donc, forcément, je, j'expérimente ce défocus constant. Et on entend beaucoup, tu sais, une injonction dans le business en mode il faut être focus que sur un business, on ne peut pas être CEO de plusieurs business à la fois. Et bien que je ne sois pas CEO de tous ces business, euh, être responsable marketing ou d'un pôle de plein de business, bah, franchement, c'est un énorme challenge. Et je pourrais expliquer un peu tout ça après. Euh, mais c'était quoi ta question déjà? Je me souviens même plus. Je voudrais que tu nous partages, selon toi, quels sont les avantages? Genre, où est-ce que toi, tu gagnes? Où est-ce que tes clients y gagnent? Est-ce que tu fais ça? Et quelles sont les limites que toi, tu vois? Yes. Bah, les avantages, c'est que déjà, je peux, en étant presque CEO de plusieurs business, je peux prendre le meilleur de chaque business et l'implémenter dans les autres. Parce que chaque business est différent, chaque business a des avantages uniques, des forces uniques, fait les choses avec certains outils, avec certaines méthodes qu'on ne ferait pas dans d'autres business. Et ça, c'est le plus gros avantage que je vois pour toutes les personnes. C'est-à-dire que si je me focusais que sur la croissance de Coleman Publishing, tu vois, je serais limité par ma capacité à innover, à aller chercher des choses qui se font ailleurs, tu vois, parce que je serais factuellement pas dans d'autres business. Mais l'avantage que je sois dans d'autres business à au même niveau de chiffre d'affaires ou un peu moins, tu vois, c'est que je prends le meilleur de tous les mondes et pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment un énorme avantage. Euh, Deuxième avantage, en vrai, ça, c'est le plus gros avantage. Ouais, je pense que j'ai envie de citer que lui, en fait, en avantage. Je pense que c'est le principal. Est-ce que tu as des exemples de quelque chose sans rentrer ultra dans le détail, tu vois, parce que enfin, c'est pas l'idée de cet épisode, mais genre de choses que tu as appris dans l'une des entreprises avec qui tu travailles et que du coup tu as pu déployer ailleurs parce que tu l'avais déjà vu, que tu l'avais déjà appris. Ouais, ouais, j'ai un million de choses. Là, une chose à laquelle je pense, c'est du coup, c'est quelque chose que je prends, que j'ai implémenté, appris pour développer KP et que je peux implémenter dans d'autres business. C'est par exemple comment ajouter de l'urgence quand on a un tunnel de vente evergreen. Tu vois. Ça, c'est une des spécialités qu'on a développées en interne pour KP. Avec le temps, ça a mis genre 2-3 ans à ce que ça soit bien compris, implémenté et qu'on ait vraiment des gros résultats avec ça. Et aujourd'hui, les autres business qui ont un tunnel VSL et qui en fait tournent en automatique et qui ne répond pas à la question
du prospect, genre pourquoi est-ce que je devrais acheter maintenant, bah ça, c'est quelque chose que je peux implémenter en disant, OK les gars, ce qu'il faut faire ce mois-ci, c'est on va mettre une offre spéciale pour donner envie d'acheter. Je sais exactement comment le dérouler pour que ça prenne pas de temps au CEO ou à la personne qui se charge du marketing opérationnel et ça amène du chiffre très rapidement, tu vois. Ça, c'est un truc que j'implémente, donc de caper vers d'autres business, par exemple. Ouais, ce qu'on a appelé dans le Mastermind Fast and Slow, l'économie de guerre, quoi. C'est en gros, bon, c'est la crise, on a 30 jours pour faire de l'activation massive sur nos leads existants pour générer des ventes. Comment est-ce qu'on fait, quoi? Et Ouais, c'est vrai que ça, c'est c'est ça. un truc qu'on a développé, toi et moi, au sein de Capé, ouais, on a mis 2 ans quand même avant que ce soit un peu fluide, hein. Et encore, on apprend Ouais, encore des choses aujourd'hui, j'ai l'impression. On teste ouais, encore on des trucs. apprend. Là, on est sur un nouveau dispositif qu'on vient de tester ce mois-ci, dont je ne vais pas forcément envie de parler publiquement, mais tu vois, c'est un truc qu'on n'avait jamais fait comme ça. Et en fait, on voit les limites, mais on voit aussi les forces et tout. Et c'est des choses que toi, tu vas pouvoir déployer ailleurs. Ouais, là je vois la force, tu vois. Et en Ouais, même temps, je vois aussi à quel point c'est puissant quand on est focus sur quelque chose 12 heures par jour et que tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on vit est dirigé vers de la créativité pour ce seul et unique truc. Euh, et si par exemple, tu vois, tu as, je sais pas, 3 business avec lesquels tu bosses majoritairement, tu vois, si les 3 ont les mêmes genres de problématiques au même moment, en fait, ça annule ce que je vais dire là tout de suite, puisque en fait, ton focus est dirigé vers la résolution d'une problématique. Mais s'il y en a un qui a un enjeu massif sales, que l'autre il a un enjeu massif d'acquisition, et que le troisième il a un enjeu massif de management, bah, tu peux pas avec la même intensité venir épauler le CEO pour résoudre le problème, tu vois, parce que ton attention est divisée en 3 trucs, quoi. ouais, c'est clair. Mais justement, c'est le cas la plupart du temps, en fait. Donc, il y a à la fois, tu vois, cet avantage. Par exemple, il y a des business qui font genre 70K par mois, 100K par mois à leur pic, tu vois, et ils sont plus structurés en termes de pole sales que, enfin, en termes d'outils, d'automatisation que certains autres business, genre que j'accompagne, qui font 150K ou 200K par mois, tu vois. Mais chez nous, à 200, il y Donc, avait encore un Google Sheet. ouais, c'est ça. Et c'est intéressant, franchement, de voir les différences. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des limites. Les limites, comme tu l'as dit, genre au niveau du focus, bah, en fait, c'est moi aujourd'hui, je ne passe pas. Désolé, je sais pas si tu entends le bruit de la Non, espèce de t'inquiète, cantine derrière ça. c'est pas grave. Je ne pense pas à caper H24 comme Mm. toi tu le ferais en tant que CEO, tu vois. Et Ouais, ça, bien sûr. c'est justement, c'est une limite. Genre, je t'en ai parlé, enfin, moi je me le suis écrit, je sais plus si je t'en ai parlé, mais genre en 2026, en 2025, pardon, je suis dans le futur. En 2025, on a un chiffre d'affaires qui est ambitieux et ça demande, je me suis dit, moi, putain, pour atteindre ce chiffre d'affaires, ça demande que je sois focus et que je pense à taper H24. Et ça, et ça, en fait, je suis pas capable de le faire aujourd'hui dans ma configuration. Tu vois. Mm. Genre, je suis pas Mm. capable parce que le jour où je pense au développement de Wellever, je pense pas à KP. Le jour où je pense au développement de ce client, je ne pense pas à KP. Quand je pense à un autre client, je ne pense pas aux autres clients, je pense pas à Wellever, je pense pas à KP. Et en fait, c'est limitant. Puisque à un moment donné dans la croissance, on a besoin de gens focus. Tu vois, c'est ce que je Mm. pensais. Ouais, bien sûr. Euh, c'est ce dont, tu vois, j'en ai parlé aussi à Félix. Je lui ai dit, ouais, franchement, genre, si on veut atteindre les objectifs, j'ai besoin d'être plus focus capé. Et c'est pour ça que du coup, j'ai aussi réduit mon nombre de clients en 2025 Mm. pour être plus focus. Et lui, son argument, c'est, mais non, en vrai, c'est bien que tu aies plusieurs partenaires clients parce que du coup, tu vas pouvoir prendre le meilleur de chaque monde. Donc, Ouais, ouais. effectivement, il y a des avantages. Je pense que si tu as les 3 business qui ont des problèmes critiques en même temps, ça devient un merdier stratosphérique. Mais quand tu es en rythme de croisière, ça se gère. C'est pas le plus facile, mais ça se gère, je pense. Après, Ouais, moi j'ai une contre-argumentation un peu à ça, tu vois. Et c'est pas dans le cas où on est, comme toi, on est partenaire de boîte, c'est pas vraiment dans le cas où on est CEO et on développerait plusieurs entreprises, tu vois. Je pense pas qu'on puisse être CEO de plusieurs boîtes en même temps. Je vois le focus que ça me demande, tu vois, d'être le CEO de KP. Et pourtant, on est bien structuré en interne. Je pourrais pas l'être sur une deuxième boîte. Je vois quand j'ai des clients one-one à côté, tu vois, en consulting, je peux en prendre 2, 3 à la fois, tu vois, sachant qu'ils me prennent 1 ou 2 heures par semaine, pas plus, hein. Au-delà, c'est pas possible. Au-delà, ça pète. Au-delà, en fait, j'ai pas la bande passante pour gérer leurs problèmes, mes problèmes et ma vie perso et ma réalité. Et c'est surtout ça, en fait. C'est pas en termes de focus, c'est en termes de bande passante quand ça déconne. Et
pour être prêt à parer à toute éventualité sans que ça te noie, il faut que tu aies 50% de ta journée de libre, tu vois, pour voir ce qui vient. Et en fait, si tu as une journée de 8 heures et que tu as 7h45 de rendez-vous, comment est-ce que tu absorbes l'imprévu? Et là, d'un coup, ça devient un très gros problème parce qu'en fait, tu peux plus faire ton rôle de CEO ou ton rôle d'autre chose d'ailleurs. Et en fait, laisser du temps pour absorber l'imprévu, c'est ce qui pour moi fait un bon CEO, mais fait aussi un bon responsable de pôle, etc. Ou même externalisé, hein, c'est pas le sujet. Et plus tu as de clients, moins tu as de temps pour l'imprévu, plus tu le ramasses en pleine gueule quand il arrive, quoi. Ouais, bah, c'est ça et c'est ce qui s'est passé pour moi en 2024, où justement, j'étais pas CEO de plusieurs boîtes, mais j'étais impliqué comme le CEO de plusieurs boîtes et en fait, à un moment, tu vois, tu parles de temps et tu parles également d'énergie mentale et je trouve que c'est important de faire la distinction entre les 2. C'est que tu peux avoir plein de temps, mais en vrai, si tu es vidé mentalement parce que tu t'es bouffé plein de merde, genre, c'est compliqué. Donc il y a vraiment cet aspect, c'est pas parce que tu as le temps que tu dois avoir plusieurs business, tu vois? Justement, genre, le temps, tu peux le prendre à décompresser, à penser à ton business, à avoir des meilleures idées et non pas à gérer d'autres merdes, tu vois? Et Mmh. c'est super important de se dire, c'est pas parce que j'ai est-ce que mon énergie mentale est la est est bien placée, en fait? Genre, et est-ce que c'est la Mmh. meilleure utilisation de mon énergie mentale, tu vois? Ouais, je suis d'accord avec toi. Et on le voit, tu vois, chez nos clients dans le mastermind, et je l'observe ailleurs aussi. C'est pour ça que déjà, je leur dis, tu peux pas avoir 2 offres. Mais si, je peux, non? Parce que l'allocation de ton temps, de ton énergie, de ton focus et de tes ressources sera mal employée. Donc, tu ne pourras pas la scaler, la structurer correctement. Et donc, ça va être trop dur par rapport à tes capacités réelles actuelles. Et oui, tu peux avoir 2 offres qui tournent pleine balle en même temps. Non, tu peux pas scaler les 2 en même temps. Et toutes les personnes qui essayent, soit il y a une offre qui prend le pas sur l'autre, clairement à 80-20, soit ça pète. Et alors imagine avec 2 offres. Nous, on remarque que c'est dur avec 2 clients. Imagine-toi les gens qui ont 2 entreprises. Je comprends pas. Ouais, mais clairement et en vrai, genre, la complexité, tu vois? On dit souvent: «Ouais, quand tu as 2 offres, la complexité, elle est pas multipliée par 2, elle est multipliée par 3». Mais en vrai, Mmh. genre, pour l'expérimenter, la complexité, elle est multipliée par 10 en vrai. Parce Mmh. que tes systèmes, tu as beau les faire enfin, ouais, genre, si tu mets en place des systèmes, genre, tu mets en place 2 fois les systèmes, sauf que le bug qui va te prendre 80 de ta charge mentale, bah, il va te prendre 80 fois 2, tu vois? Donc en fait, c'est beaucoup plus Complètement. compliqué et ouais. Il y a des gens qui vont écouter ce podcast et qui vont me dire, «Oui, mais Alex Hormozy». Qu'est-ce que tu veux leur répondre? Je veux leur répondre que, en fait, il y a plusieurs choses à prendre en compte, tu vois? Il y a la taille de son équipe, hem, il y a à quel point son équipe le soutient, à quel point il a trouvé les bonnes personnes, les A-players et je pense que c'est plus facile quand c'est le cas, tu vois? Que quand tu es en phase de construction et Alex Hormozy, en vrai, je sais pas, genre, je d'une, je sais pas comment il fait, 2, même, Moi, je tu pense que vois, j'ai une genre, tu réponse prends à Elon ça. Musk. Ouais, vas-y. Tu prends Elon Elon Musk, c'est un Musk. cas particulier. Ouais, Elon Musk, je ne comprends pas. Elon Musk, je ne comprends pas. OK. C'est un cas particulier. Alex J'observe Hormozy, tu le comprends? l'équation. Ben, j'ai une hypothèse. Je ne sais pas si c'est la bonne. OK. Peut-être que je me trompe. Mon À hypothèse, part, en et elle fait, marche pas. Vas-y. à part créer un écosystème qui Presque. s'auto-nourrit, où tu Presque. penses quelque chose et ça va avoir un effet boule de neige sur les autres choses et un effet collatéral, là, oui. Mais si tu es CEO de plusieurs business différents qui s'auto-nourrissent pas, genre, je comprends Mais pas. ils ont qu'un business. C'est ça mon point. Les Hormozy n'ont qu'un business. C'est la marque Hormozy. Acquisition.com n'est qu'un business model de la marque Hormozy. C'est un moyen de rentabiliser. Le moyen de rentabiliser, c'est de créer des écosystèmes de marques, d'entreprises et de contenus qui vont se nourrir les uns les autres et tous progresser en même temps. Mais au même titre que nous, on a une VSL, un retargeting avec un book funnel, une offre principale, un upsell et des événements, ben en fait, eux, au sein d'Acquisition.com, qui est le business model d'Hormozy, ils ont School, ils ont le contenu, ils ont les livres, ils ont les workshops, ils prennent des parts dans des boîtes. Et ce ne sont que des offres au sein du business model qui est Acquisition.com, qui est au service d'une seule entreprise, la marque Hormozy. Moi, ça, c'est mon opinion là-dessus. Tu vois.
Ouais, bah, du coup, je te rejoins sur ça. Et Et regarde Iman Gadzhi. Là, il est en train de switcher de cible. Il est en train de s'éloigner des 16-20 ans, tu vois, et d'aller vers les 25, 30, 40. Et donc, il a un discours plus mesuré, plus intelligible, il pousse plus loin ses explications, il montre les marques dans lesquelles il investit, etc. Mais il est CEO de son groupe et il est, il me semble, CEO d'une de ses marques en dessous. Mais la plupart des autres, il a des opérateurs qui sont full-time, qui sont des anciennes méga grosses tronches d'autres entreprises proches ou similaires du marché et qui savent piloter ces boîtes de A à Z. Et lui, il vient juste dire oui, non, peut-être. De toute façon, s'il y a un truc qui pète dans la boîte, c'est pas lui qui s'en occupera en fait. Lui, on viendra le voir, un truc critique à la fin. Et malgré ça, de ce qu'il a l'air de dire, c'est méga dur, il bosse énormément, c'est énormément de charge mentale, c'est énormément de problèmes, etc. Mais il est le CEO de la marque Iman Gadzhi, qui est décliné avec son entreprise Educate dans la formation, avec son entreprise Gadzhi dans les lunettes, avec l'entreprise Big Day et les autres investissements qu'il a, tu vois. Et je pense que tous ces gens qui arrivent à scaler des trucs comme ça, Tai Lopez, c'est la même chose, tu vois. Tai Lopez, Tony Robbins, Grant Cardone, qu'on aime ou l'aime pas, tu vois. Pour moi, c'est la même chose. C'est en fait, ils sont CEO de la marque, de leur nom de famille. Et tout ce qui est en dessous ne sont pas des entreprises à proprement parler, c'est des business models, en fait. ouais, et au final, si tu prends des boîtes encore plus grosses, c'est ce que font tous les milliardaires français, tu vois. Genre Xavier Niel, ils ont plein de marques, mais et ils ont un personal brand. Genre, ils ont un personal brand aussi. Je pense que chez les. Et tu me diras ce que tu en penses, hein, chez les Français, ça joue moins, tu vois. Parce que, bien sûr, Xavier Niel, il a sa brand qui lui permet de faire des trucs. Oui, c'est sûr, tu vois. Mais Xavier Niel, avant tout, c'est le groupe Iliad et avant tout, c'est Free, tu vois. Et c'est là que le gros de l'argent se passe. Et après, derrière, il y a des portefeuilles de start-up, il y a d'autres trucs qui viennent se créer de l'IMO, etc. Mais avant tout, il y a un gros bloc et on a construit autour de ce bloc-là. Alors que les gens dans nos industries, j'ai l'impression que c'est différent, tu vois. Ils ont pas, c'est pas une grosse entreprise, ils ont construit autour. C'est eux et ils ont construit autour des entreprises. Et tu vois, pareil, Bernard Arnault, c'est quand même LVMH qui a créé Bernard Arnault plus que Bernard Arnault qui a créé LVMH, j'ai l'impression. Je peux me tromper encore une fois, j'ai assez mal étudié les milliardaires et les grosses têtes d'affiches françaises, ça m'intéresse moins. Euh, donc peut-être que je suis à côté de la plaque, mais j'ai l'impression que c'est un peu inversé et que les fortunes françaises, c'est la vieille école, donc on crée une entreprise et ensuite on construit autour en grandissant, alors que les nouvelles générations du web, c'est on crée une marque personnelle et on construit autour. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je rejoins ton analyse. Après, en vrai, je vois le portefeuille de toutes les entreprises visuellement de Xavier Niel et Bernard Arnault et d'autres milliardaires, tu vois. Mais j'étais pas là, j'ai pas étudié leur construction, tu vois. Genre Ouais. quand ils se sont Ouais, ouais. lancés, ce que ça a donné, comment ils se sont développés. Et ils étaient peut-être moins connus à l'époque aussi pour l'étudier, tu vois. Donc, c'est sûr et certain que dans notre industrie, genre, tu construis ta brand et tu construis du coup des offres autour de ta brand, un écosystème. Mais effectivement, je ne pourrais pas comparer en détail par rapport aux Il y milliardaires. Mais a, il y a- dans tous il y les a cas, les il y a futurs quelqu'un, milliardaires, c'est pour moi, c'est des des marques gens de personnelles. notre Ouais. industrie. Et avec, et avec un disclaimer qui est important et que personne ne voit, c'est les conséquences de la marque personnelle. Ça, il y a tout le monde qui semble vouloir l'ignorer, tu vois, en se disant, ouais, elle va être trop célèbre, ça va être trop bien. Ça a des conséquences. Et ça a des conséquences qui sont aujourd'hui pas documentées et qui vont l'être de plus en plus, je pense, dans les prochaines années, hein, de ce qui se passe dans la rue quand tu es connu. Et je parle pas connu, genre, moi, dans le milieu des coachs, tu vois, où en gros, je suis une figure d'autorité quand il y a un événement de 5 personnes dans notre cœur de niche. Le reste du temps, personne ne sait qui je suis, tu vois. Je parle vraiment de gens qui sont plus connus que nous, tu vois, de millions d'abonnés. Ce que ça veut dire quand tu te balades dans la rue, ce que ça veut dire quand tu veux louer un appartement, ce que ça veut dire quand tu veux acheter, ça veut dire quand tu vas faire appel à des artisans, ce que ça veut dire en termes de risk management, ce que ça veut dire si tu te retrouves seul dans un ascenseur avec une personne qui n'a pas que des bonnes intentions. Il y a beaucoup de choses qu'on ne regarde pas en termes de marque personnelle. Et la construction de ces marques personnelles qui créent des écosystèmes d'entreprise qui permettent d'être CEO de plein de boîtes, il y a aussi le revers de la médaille et on n'en parle pas assez. Ouais, bah justement, quand j'étais en Roumanie, puisque j'habitais en Roumanie pendant là, les 2-3 dernières années, j'ai croisé Tate quand il était bloqué en Roumanie, Andrew Tate. Et c'était à l'époque où il avait justement, genre, c'était l'homme le plus tapé sur Google.
Genre, son nom était le nom le plus tapé sur Google pendant une journée. Et donc, je marche dans la rue et là, je vois Andrew Tate dans un café. Et je me dis, putain, c'est Andrew Tate. Et je regarde Megan et elle me dit, c'est qui? Je dis, mais regarde, c'est le mec sur Internet et tout. Et je lui montre. Et après, je regarde, je dis, non, mais ça peut pas être lui, c'est pas possible. Genre, il peut pas être là en plein milieu, genre tout seul, sans rien et tout. Et donc, je fais le tour du café, je regarde. Et en fait, là, je vois genre quatre bonhommes comme ça, en t-shirt noir avec genre le nom Tate en blanc. Et en fait, c'est genre quatre gardes du corps à l'entrée du café qui le protègent, tu vois. Et c'est ça, le fait d'être connu quand tu as plusieurs millions d'abonnés, tu vois. Et après, il est connu, tu vois. Il a connu. Ouais, ben lui. Je suis le meilleur joueur de violon du pays, tu vois, et tout le monde m'adore et tout le monde veut faire des photos avec moi. Et j'ai dit des saloperies à tout le monde sur Internet, tout le monde veut me buter. C'est pas tout à fait pareil, tu vois. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que quand tu es connu, tout le monde interprète au moins 30% de tes propos comme une saloperie. Ouais, je suis d'accord avec toi. Maintenant, je pense qu'il y a quand même un distinguo entre moi, je suis connu de toute la planète pour le violon. Et il y a des gens à qui j'ai dit qu'il fallait un violon en bois et eux, ils pensent qu'il faut un violon je sais pas, en plastique, j'invente rien au violon. Et donc, en fait, ils pensent que c'est une aberration et ça nique la descendance de leur grand-père, de tout ce qu'il a fait toute sa vie. Et donc, ces gens-là, en fait, ils ont des mauvaises intentions à mon égard. Et je suis allé en toute détente sur TikTok dire que de toute façon, les femmes, c'était dans la cuisine et qu'il fallait les taper. C'est quand même pas le même genre d'ennemi, tout à fait, Et tu vois. tu penses que ça a pas les mêmes conséquences? Tu vois, parce que j'ai l'impression qu'il peut y avoir peu importe ce que tu dis, il peut y avoir des haineux qui sont autant violents que tu dises vraiment un truc hardcore Pas ou le que même tu nombre, dises quelque je chose qui va pense. offenser d'autres gens. Je crois pas le même nombre. Pas le même nombre. Tu vois, d'un côté, je vais énerver quelques personnes méga extrêmes sur un sujet. De l'autre côté, je vais énerver 50% de la population. Pas tout à fait pareil, quand même, selon les sujets. Il y a des Ouais, sujets où concrètement la population est divisée à 50-50. Et si c'est des sujets extrêmement violents et qu'en plus de ça, tu as des propos extrêmement violents sur ces sujets, le niveau d'animosité que tu crées auprès de 50% de la population, il est quand même hardcore. ouais, c'est sûr. Ouais, et pendant longtemps, moi, je me suis posé une question, c'est comment tu peux être aussi détesté et tout le monde dit ouais que genre t'es une merde et tout, mais être aussi successful à la fois, tu vois. Genre en fait, moi, dans ma conception avant, j'ai pas encore la 100% de la réponse, tu vois. C'est pour ça que j'en parle. C'est tu t'es détesté, mais tu réussis. Tout le monde semble te détester publiquement, mais genre Trump, tu vois. Genre tout le monde dit ouais Trump machin, mais en même temps le mec, genre il réussit, il est toujours plus riche, il fait faillite, il perd des milliards, il redevient milliardaire. En fait, c'est pas Je être pense aimé, ça veut que pas dire que tu vas réussir, tu vois. non, bien sûr, mais de toute façon, je pense que plus tu veux réussir, plus il faut lâcher prise sur le fait d'être aimé. Parce que plus tu vas froisser de gens sur le chemin, volontairement ou involontairement, ça dépend de la personnalité, hein. Un Trump, j'ai l'impression que ça le fait de marrer de chercher la merde, quoi. Enfin, tu vois. C'est jusqu'au moment où ça dessert ses intérêts, et là, il ne cherche plus du tout la merde. Mais le mec, quand même, t'as la plus grande gueule de la Terre, il arrive à des pays qui sont en guerre depuis 2 ans, il arrive à les mettre autour d'une table et dire taisez-vous maintenant et on parle. Tu te rends compte, tu vois? Euh, qui fait plein d'autres trucs qui sont dégueulasses, c'est pas le problème. Mais on peut le détester comme on veut. Il n'y a aucun président avant qui a réussi à faire ce qu'il vient de faire. Au niveau des. Et ça, c'est qu'une opinion politique très personnelle, hein, donc ça engage que moi, et ça veut peut-être rien dire, tu vois, et peut-être Ouais, que je suis après, pas on assez peut informé parler, des gens. on le prend sous la Moi, forme, sous l'angle de la brand, tu vois. ouais, parce que moi, tout ce qui m'intéresse ici, c'est personne les dernières années a réussi à faire asseoir ces gens à la même table. Et lui, il est arrivé, ils font bah, écoutez, c'est très simple. Je suis plus fort que vous. Si vous arrêtez pas de casser les couilles, on va tous perdre de l'argent, donc je vous rase la gueule. Donc en fait, on va faire un deal et vous serez tous les deux pas contents, et comme ça, vous arrêtez de me faire chier. C'est un papa. Et tout ce qu'il fait pour les droits sociaux, enfin, il fait plein de trucs catastrophiques aussi, tu vois, mais ça, faut lui laisser, je pense. Mais bon, bref, tu vois, encore une fois, regarde, on est sur un parfait exemple, hein. Il divise, et il divise d'une façon extrême. Tu vois, c'est pas un chanteur et on décide que c'est un méchant chanteur ou un gentil chanteur, tu vois. Et pour moi, Tate, il a fait de la politique. Et donc, il a mené sa brand comme un politique, et ça veut dire avec un niveau de haine en face qui n'est pas le même que quand tu mènes une brand hors sujet politique et sociaux. Voilà. Ouais. Et
Du coup, si on revient sur le sujet du focus et du multi-business, j'ai juste j'ai un autre sujet sur Xavier Niel. J'ai vu une vidéo de lui hier ou avant-hier. Il disait que la France allait détruire la Chine et les États-Unis en termes d'IA avec Mistral, etc. Et que si les Chinois venaient en France, c'était pour nous copier, etc. Genre. Est-ce que tu penses que quand on a plusieurs business comme ça, bon, il doit avoir des équipes qui lui donnent toutes ces infos, mais est-ce que tu penses que il sait vraiment, enfin, on peut vraiment savoir, genre, avec autant de détails, sur tous les sujets, tu vois? Parce que, genre, ce genre de personnes, ils sont capables de parler de tout. En même temps, je me dis, dans leur tête, il se passe quoi, toi, quoi, en ton Mais c'est avis? ça leur job. C'est ça que des gens comme toi et moi, on a du mal à comprendre, tu vois, parce que c'est tellement hors de notre réalité. C'est qu'en fait, ils ont des opérateurs 1000 fois meilleurs que tout ce qu'on peut imaginer dans chaque boîte, limite dans chaque section de chaque boîte. En fait, eux, leur job, c'est de faire de la propagande, en fait, concrètement. Je le dis un peu vulgairement, tu vois, parce que c'est pas aussi méchant que ça. Tu vois, et bien sûr qu'on préfère que l'IA, elle soit française, qu'elle soit chinoise dans le monde actuel. Donc en fait, leur job, c'est de lire 8 heures par jour pour se documenter et comprendre. Alors bien sûr, c'est peut-être pas eux qui lisent tout, il y en a qui ont des mémos, de la réputation de Niel et de gens que j'ai croisés, qui l'ont croisé, etc. Ça a quand même l'air d'être plutôt quelqu'un de très curieux et qui se documente tout seul et qui apprend et qui progresse lui-même, etc. Il y en a d'autres, je pense, en fait, tous les matins, ils ont un mémo sur chaque truc de tout ce qu'ils doivent savoir. Et en fait, c'est ça leur job, en fait. Leur job, c'est de savoir des trucs, d'aller à la télé et de les dire. Et Warren Buffett, Bill Gates, etc., sont réputés aussi pour lire énormément, pour être capable de poncer un sujet en 3 mois, comme des gens qui ont passé 10 ans dessus. C'est plutôt une compétence de ce genre de profil. Mais en fait, c'est pas tellement une histoire de focus ou pas focus, c'est une histoire à un moment de principe premier, de revenir à l'essentiel des choses, et d'intelligence générale. C'est d'ailleurs ce que l'intelligence artificielle n'a pas encore réussi à faire et que l'humain fait très bien. Si je te dis d'ouvrir un frigo, tu arrives à en déduire comment on ouvre un tiroir ou un placard. Alors que ce n'est pas exactement la même chose. Tu vois. Mais tu arrives à transposer la connaissance. Et je pense que ces gens-là, et encore une fois, je suppose, hein, j'en sais rien, ils arrivent à raisonner un principe premier, physique, mathématiques, communication, architecture, enfin, des trucs tout bêtes, tu vois, géométrie. Ce qui fait qu'ils arrivent à faire des ponts entre plein de sujets. Et moi, par exemple, je parlais que de moi, je ne suis pas assez bon en maths, en théorie des jeux, en géométrie, en sciences, en langue, etc., pour pouvoir faire des ponts entre les différents sujets. Et donc, je les apprends tous comme un profane. Je ne pars pas d'une base de connaissances. Et donc, je ne peux pas faire 10 trucs à la fois. Mais peut-être que si j'avais un socle de principes fondamentaux plus solide, je pourrais penser à rien. Ouais. Ouais, je vois. Et ouais, ok. Tu vois, concernant le focus, il y a quand même 2 écoles et j'ai écouté une vidéo de Tai Lopez. Par curiosité, je l'ai funnel hack, donc j'ai acheté sa formation 67 steps. Et, La nouvelle, non? ouais, la nouvelle. Ouais. Et du coup, j'essaye de la suivre. Putain, par contre, c'est super dur à suivre. Il y a 60 vidéos entre 30 minutes et 1 heure. 67. Et il parle, tu vois. Et donc, genre, j'ai suivi 4 ou 5 vidéos pour l'instant, en 2 mois. Et il y a un de ces principes qui dit, en fait, genre, si vous voulez connaître la vérité, vous devez prendre en gros les 2 extrêmes et prendre le meilleur des 2 extrêmes et les rassembler. Exemple, dans le business, genre, il y a des gens qui disent: «Ouais, one thing», genre un focus, un business. Et il y en a, ils disent: «Il faut se diversifier, vous pouvez pas avoir qu'un business, c'est trop dangereux, machin», tu vois? Et si tu prends le meilleur, si tu fais émerger le meilleur des 2, lui, il dit: «En gros, du coup, tu as un business et quand tu as ton business qui est lancé et qui tourne, tu peux en prendre un deuxième et dans ce cas, tu prends le meilleur du monde diversifié. Et juste, tu fais ça, mais de manière séquentielle sur plusieurs années au lieu de vouloir partir dans un extrême ou dans l'autre, tu vois? Et en vrai, je trouve ça intéressant, tu vois? T'avais Oussama Ammar aussi qui mettait un truc là-dessus, qui disait que lui, il faisait un seul truc, mais dans plusieurs entreprises. Mais c'était toujours le même truc dans toutes les boîtes. Mmh. Et en Ça gros, c'est revient à qu'il avoir un apportait, service, il apportait de la brand, des idées, des relations, de la crédibilité, etc. Tu vois, mais rien d'autre. Il faisait rien. ouais, Il faisait que ce truc-là. ouais. Et donc, en Mais fait, son job, c'est d'être le meilleur du monde à ce truc-là. Et rien d'autre. ouais, Mais c'est une théorie, en fait. Hein. On fait plus. Hein. ouais. En fait, je vois où c'est applicable. Si tu fais tout le temps la même chose, tu as standardisé ton produit, que
tu sais exactement ce que tu fais et que tu as des clients qui ont les mêmes problématiques. Et c'est simple, entre guillemets, tu vois. Mais en tant que CEO de plusieurs boîtes, quand même, je me demande comment est-ce que Je tu trouve peux ça pas avoir une simple. vision. Ouais. Moi, là, je vais retourner sûrement sur une période de l'année où je vais avoir 3 clients en consulting en plus de Content Publishing. Il va falloir que je joue au con. C'est ma limite. Vraiment, je ne peux pas en avoir 3,1, quoi. C'est 3, c'est le max. Je l'ai Ouais. déjà testé, tu vois, donc je sais que ça passe. Mais pas plus, quoi. Ouais. Au-delà, c'est Clairement. implosion. Ouais. Bah, si on prend ma config, tu vois, au début du podcast, je disais, moi, je vois du coup mon activité comme un portefeuille boursier. Je sais pas pourquoi, genre, je trouve que c'est la meilleure métaphore. Alors, ça peut, ça peut me faire passer pour un mec, genre, qui utilise les gens comme des pions ou je sais pas quoi, tu vois, ou qui Ouais, non, déshumanise la relation. bah non, bah moi je trouve pas. En fait, au contraire, tu peux avoir des super relations avec les gens, ça n'a rien à voir avec ça. C'est qu'en fait, tu fais de l'asset allocation et tu décides où est-ce que tu mets ton temps, ton énergie et tes compétences pour maximiser ton rendement à long terme. Et en fait, moi je te connais depuis longtemps, tu vois, a priori, t'es quelqu'un d'intelligent, tu sais que ton rendement à long terme, il est aussi dans la relation et dans l'entretien d'une bonne et d'une belle relation et de ne pas prendre les gens pour des outils, mais pour des humains, tu vois, et ça tu le sais. À partir de là, quand on part de la théorie de base que plus le rapport humain va bien, plus on gagne d'argent sur le long terme, je ne vois pas en quoi maximiser son allocation de capital, c'est une mauvaise chose, tu vois. Ouais, bah, tu l'as très bien dit. Merci pour cette. Ouais, je trouve que Non, c'est parce que c'est bien expliqué. je connais ton présupposé sur lequel on est d'accord tous les deux de la relation fait qu'on gagne de l'argent à long terme. Tu vois, tu ne l'avais pas exprimé, et effectivement, ça a changé le fond de ton discours. Mais moi, je sais que tu penses comme ça. Donc, c'est important que je le dise aussi, tu vois, parce que du coup, maintenant, tu peux développer ton point autant que tu veux sans passer pour un connard, tu vois. Ouais, de ouf. Donc, du coup, pour, tu vois, quand on parlait de focus, et en tout cas, sans être CEO, rien qu'en termes de, en étant solo dans mon entreprise et en faisant du service, du consulting, tu vois, j'ai besoin, du coup, comme je te disais, d'avoir de l'espace libre en termes de charge mentale, et en termes de temps aussi pour penser, pour voir le futur, pour continuer à me former, à être le meilleur dans ce que je fais, à anticiper, à faire de la veille. Et tout ça, c'est pas du travail opérationnel, genre concret, mais ça a de la valeur pour les boîtes, tu vois. Donc en fait, des fois, je suis juste payé à rien faire, mais c'est normal, je me forme et je prends le temps d'anticiper et de voir les choses, tu vois. Et du coup, par exemple, j'ai capé, donc j'ai la marque Jérémy Goldman, la marque Rachid, que je gère. J'ai ça me rapporte du coup un certain revenu, tu vois. Et ça me prend une certaine charge mentale. C'est ce sur quoi j'investis le plus de ressources aujourd'hui, puisque c'est ce dans quoi je vois le meilleur futur. Et, et en fait, si j'ai un choix à faire, tu vois, avec d'autres partenaires, en fait, je vais toujours privilégier ceux avec qui, genre, il y a un futur potentiel, il y a un beau futur qui peut arriver, tu vois. Si je sais que c'est une mission Ouais, très court et terme. après, à côté de ça, moi, je sais dans les grandes lignes avec qui tu travailles, tu vois. Et pourtant, je te vois avoir le même focus, la même énergie, le même temps, la même dedication, je sais pas comment dire ça, j'ai trop de mémoire. Mais le même engagement, tu vois, avec toutes les boîtes avec qui tu travailles. Seulement, et c'est complètement logique, tu n'y alloues pas les mêmes ressources de temps. Et foncièrement, moi, je pense que la différence, elle est juste là, hein, en fonction de ce que tu es payé, en fonction de la vision long terme en termes de partenariat, en fonction de est-ce que tu es un consultant, est-ce que tu es un partenaire long terme, est-ce que vous allez finir par créer des boîtes ensemble, est-ce que tu es là pour fixer un truc et te casser. Et si on prend cette part de vision, comprend ce que tu es payé, comprend ce qu'on attend de toi, bah, en fait, c'est juste que tu alloues ton temps différemment, tu vois. Mais ce n'est un problème que si ça dessert une de ces entreprises par rapport au deal que tu avais avec eux au début. Euh, et vu qu'on discute souvent de ces sujets, je sais que c'est pas le cas. Ouais, non, clairement, bah non. En fait, si c'est impossible que ça les desserve, tu vois. Parce que le jour où je ne suis plus utile pour une boîte, je me tire. Genre, ça sert à rien. Genre, je suis pas payé à rien foutre, tu vois. Genre, donc, mais ouais. Du coup, en termes de focus pour les personnes qui sont, je sais pas, genre, qui bossent avec des partenaires comme ça, je trouve que ça soulage, en fait, d'avoir cette vision de, genre,
qui est-ce que tu veux servir, qui est-ce que tu veux aider, genre comment est-ce que tu veux allouer ton temps par rapport à votre relation et tout ça, et votre relation, le deal que vous avez, et, et de et de faire les bons choix, en fait, tout simplement, en termes de focus. C'est comme le business, tu vois. Genre, quand tu lances différents business, tu te dis, OK, quel business mérite le plus de mon attention, de mon énergie? Quel est le plus Ouais. prometteur, tu vois? Et c'est ça, en Et, fait. et le problème, c'est que les jours où c'est dur dans un, tu vas aller faire mumus dans l'autre, alors qu'il n'y a pas besoin. Et ensuite, le lendemain, tu vas faire autrement parce qu'il y a une histoire de ce que ça rapporte financièrement, de ce que tu as envie de faire et de la relation que tu as avec les différentes personnes dans ce business. C'est tellement touchy. C'est pour ça, moi, j'essaye, et je dis bien j'essaye, hein, parce que c'est tellement plus complexe que ça, de déployer un peu la vision à la Hormozy, même si, bon, je ne vais pas prendre la même direction que lui, c'est pas ça qui m'intéresse, tu vois, mais de dire, j'ai la marque Coleman Publishing, et moi, je développe autour de cette marque plus qu'autour de moi-même, tu vois, avec des business models et des égéries, entre guillemets, qui lui sont liés, qui sont des gens avec qui j'aime travailler sur le long terme. Et en fait, on développe un écosystème de médias avec lequel on développe un écosystème de produits qui sont tous dépendants et interdépendants, indépendants et interdépendants, euh, et où je fais qu'un seul truc, en fait. Ouais. Mais tu dis que tu fais qu'un seul truc, mais tu vois, tu apportes la vision de DEA, par exemple. Donc, tu fais 2 trucs. Ouais, mais je ne l'ai pas fait seul. DEA, on a réfléchi à la vision du produit et de la marque, toi, moi et Rachid. C'est pas moi qui suis arrivé en disant on fait ça. Je ne serais pas arrivé en frontal en disant c'est moi qui ai décidé, c'est comme ça qu'on fait. J'ai dit voici les thèses que j'aimerais qu'on teste, qu'est-ce que vous en pensez? Mais parce que j'ai pris le temps de regarder toutes les thèses sur le marché, ce que vous aviez peut-être pas encore fait, et que du coup, j'en ai déduit des trucs. Et ensuite, vous allez les expérimenter. Mais demain matin, Rachid peut venir me voir et me dire écoute, cette thèse-là ne me plaît pas, je pas envie qu'on la fasse, j'ai envie qu'on fasse celle-ci. Ok, c'est ta marque. Donc, t'as pas, toi, dans ce contexte, tu n'as pas l'impression d'être CEO de 2 business. Non. Non, C'est intéressant parce pour que. moi, pour DEA, je me vois comme un consultant. Oh, ok, bah, c'est intéressant. Ou un Parce que investisseur aussi, tu vois. moi, je me vois, enfin, en termes de charge, ça me prend autant de charge mentale que le développement de Jérémy, enfin de toi, tu vois. Ouais, mais Euh, parce que à notre stade, mais ça, tu vas voir, à mon avis, ça va changer. Je fais ma petite prédiction en live. Quand KP va grossir, le pôle marketing de KP va grossir aussi. Et donc, tu auras de plus en plus de gens en dessous de toi. Et donc, en fait, toi, tu seras le CMO externalisé du groupe et plus des marques. Et donc, tu auras une vision d'ensemble qui sera déployée en vertical en dessous, tu vois. Et à ce moment-là, tu seras dans la même configuration que moi actuellement. Et donc, tu auras un seul focus, tu vois. C'est pas encore le cas, je suis ok, d'accord avec toi. yes, ouais. Ok, ok. Ok, c'est trop, trop intéressant. En fait, tu fais la différence entre le groupe et les différentes marques, tu vois. Et là, moi, aujourd'hui, Ouais. je suis focus sur les marques. Donc, j'ai un défocus, en fait. Euh, et toi, tu es focus sur le groupe KP. Ta difficulté aujourd'hui, c'est que tu pourrais être focus sur le media buying de toutes les marques. Ce ne serait pas du défocus, ce ne serait pas forcément un problème, tu vois. Mais là, tu es focus sur le marketing dans son ensemble de chaque marque. Donc, ça te demande de redescendre à chaque fois d'un niveau dans chaque truc, etc. Mais ça va aller ça va aller de mieux en mieux, ça va être de plus en plus facile, tu vois. Développer le media buying de DEA, tu as pris vachement moins de temps que de le développer chez Coleman Publishing parce qu'on a déjà les personnes avec qui on travaille toute l'année. Et au fur et à Ouais, mesure, ça va clairement, être de plus en plus clairement. facile comme ça, tu vois. C'est ma Et vision des trucs, c'est donc. quand on a une égérie qui est leader aussi, qui agit comme un CEO, tu vois, bah, en fait, ça change énormément aussi en termes Bien sûr. de charge. On n'a pas besoin d'écrire ses ads, il va les tourner, par exemple. Donc ça Ouais, c'est ouais, bien cool. sûr. 100%. T'as un rendez-vous C'est juste quoi la après, donc on va pouvoir conclusion? qu'on. Ouais. Ouais, Mot de la fin. Alors, moi, le mot de la fin, c'est qu'on peut pas être CEO de plein de boîtes. On peut être investisseur passif de plein de boîtes ou très légèrement actif. On peut être à la tête d'une seule entreprise, à savoir sa marque personnelle, qui se décline en business model dans lequel on a des opérateurs. Ça, j'y crois aussi. Moi, ma croyance personnelle qui n'engage que moi, c'est qu'on ne peut pas faire 10 trucs à la fois et les faire bien. C'est tout. Ça, c'est mon opinion perso. Et toi, qu'est-ce que ok. t'en penses? Moi, la conclusion, c'est être CEO de plusieurs business à la fois.
c'est très, très difficile. Je pense que c'est possible, mais ça dépend de ton profil, tu vois? Et ça dépend de qu'est-ce que tu construis. Être marketeur de plusieurs business à la fois, dans mon cas, genre, c'est possible jusqu'à maximum 4-5 business et c'est déjà genre pour moi, c'est le sweet spot, tu vois? Et c'est ce que je recommanderais à des marketeurs. Et ouais, c'est tout. C'est la C'est conclusion. pas mal. Si vous avez une opinion différente, dites-la nous. Putain, je vais parler fatigué. Dites-la nous en commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Merci Xerius. Merci à tous et à très vite. Ciao.